Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Bonjour et bienvenue dans Perspective, notre podcast hebdomadaire. Je suis Emmanuel Koundouris. J'ai le plaisir d'avoir face à moi Romain Deneyer, conseiller en mobilité électrique chez EV Belgium, la fédération de la mobilité zéro émission. Vous l'aurez compris, on va parler de voitures électriques avec cette première question. Est-ce que l'avenir de la mobilité en Belgique est définitivement électrique selon vous ? Bonjour, et la réponse simple est oui. La réponse plus nuancée est naturellement que c'est une transition qui prend du temps et qu'aujourd'hui la Belgique se débrouille plutôt bien, surtout quand on compare avec d'autres pays européens. Mais il y a encore des défis devant nous, oui. Quels sont ces défis justement ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est vraiment au niveau énergétique. Il faut encore investir davantage dans le réseau électrique. Les opérateurs de réseau, Elia, Ores, le font de manière assez considérable. Et ensuite, il faut travailler sur diminuer le prix de l'énergie ou de l'électricité en tant que tel, puisqu'aujourd'hui, il y a encore toujours énormément d'éléments dans la facture électrique qui n'ont pas vraiment à voir avec ces transitions. Alors, au niveau de la mobilité électrique, on a vu le cadre légal, il y a eu un petit retour en arrière de la part de la Commission qui propose d'aller plutôt vers 90% de réduction de CO2 à l'horizon 2035. Est-ce que pour vous, c'est, j'imagine, un peu une épine dans le pied ? Alors, c'est pas vraiment une épine en tant que telle, c'est un petit challenge supplémentaire qui nous met la Commission. Il faut bien noter que cette décision, tout premièrement, c'est pas encore une décision qui a été prise. C'est une proposition de la Commission qui essaye de prendre en compte les défis avec lesquels certains sociétés automobiles européennes sont confrontées. Donc ils essayent de répondre à leurs problèmes, ce qu'on peut comprendre quelque part. Si des marques européennes ont des problèmes dans le marché aujourd'hui, c'est parce qu'eux ont en tous les cas un challenge à remonter. Par après, il faut bien comprendre que ces 90% de réduction de CO2, ça reste un objectif très ambitieux pour 2035. Et ces autres 10%, il faut les remplir par d'autres conditions, dont de l'acier vert produit en Europe, qui fera que les véhicules seront plus chers. Donc ce ne sera pas le cas, ou en tous les cas, la décision ne fera pas en sorte que votre gros diesel qui émet 200 grammes le 100 km pourra encore être inscrit en Europe en 2035. Il faut bien noter cette nuance. Alors on parle aussi de l'utilisation d'e-fuel dans les 10%, ce qui pose quand même question parce qu'il est relativement cher et pas aussi vert que prévu. Alors, des e-fuel, a priori, si vous la produisez sur base d'énergie verte, elle sera verte. Donc ça, il n'y a pas la question. Mais il faut la produire avec des énergies vertes. Et de même d'ailleurs pour de l'hydrogène, qui sont 2 énergies aujourd'hui qui pourraient faire partie de la solution. Sauf que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces 2 énergies, aussi bien les e-fuels, les fuels synthétiques, que l'hydrogène, ont en fait une efficacité énergétique assez mauvaise vis-à-vis de tout électrique. Et je vais essayer de m'exprimer en termes comprenables. Quand vous allez d'une forme... Donc déjà, il faut comprendre que les e-fuels et l'hydrogène sont produites à base d'électricité verte. Sinon, vous n'avez pas ce produit vert final. Ça, c'est une chose. De 2, quand vous produisez de l'hydrogène verte, vous avez besoin d'une transition de l'électricité verte en hydrogène. Vous avez des pertes considérable, jusqu'à 70% de perte énergétique primaire. Ça veut dire, sur papier, qu'il vous faut 3 fois et demi la quantité énergétique primaire, donc électricité verte, qui soit produite en Belgique pour pouvoir produire suffisamment de hydrogène vert. Les e-fuels, c'est même pire, parce que là, vous avez une perte de 80% ou plus. Donc là, il vous faudrait 5 fois plus d'électricité primaire. Ça veut dire qu'il faut doubler, faire x5 le nombre de centrales nucléaires, centrales à gaz et production verte aujourd'hui en Belgique, si on voudrait pouvoir faire ce même kilomètre en voiture. Et c'est là où, pour nous, aujourd'hui, la seule solution, c'est l'électrique.
Alors, l'autre problème avec ce petit pas en arrière de la Commission, c'est que autant ça répond à des demandes de l'industrie automobile, d'une partie de l'industrie automobile qui a certains problèmes à arriver à l'électrification, autant ça pose d'autres problèmes à ceux qui ont beaucoup investi, que ce soit dans les bornes ou l'électrification. Exactement. Donc, comme vous le dites très, très correctement, ce n'est qu'une partie du secteur automobile qui était demandeur de ce ralentissement, si on peut le dire entre parenthèses. Aujourd'hui, et ils ne sont pas membres chez nous, mais pour la Belgique, en tous les cas, la seule usine qui nous reste, c'est Volvo Cars, à Gand, qui a une usine qui a fait le pas et les investissements pour passer sur du 100% électrique. Eux, ils voient ceci comme un petit challenge quand même pour eux, qui, eux, ont fait les investissements, leurs concurrents ne l'ont pas fait. Et donc, sont quand même en train de revoir comment prendre en compte ces changements qui vont arriver. Pour l'industrie de la recharge, on a en fait le même argument à faire, la même réflexion qui se met aujourd'hui en place. En 2023, on a décidé 100% à partir de 2035 et les opérateurs de bornes ont commencé à installer des bornes partout en Europe, beaucoup en Belgique, 100 000 bornes aujourd'hui en Belgique, qui coûtent beaucoup d'argent au moment où vous les installez et vous espérez naturellement avoir un certain nombre de véhicules sur les routes d'année en année et une consommation électrique assez bonne pour pouvoir rembourser vos investissements. Eh bien aujourd'hui, ce ralentissement pourrait mettre sous pression certaines de ces sociétés qui ont fait ces investissements. Et justement, est-ce que c'est vraiment le bon moment de faire un pas en arrière alors qu'il y a une concurrence assez féroce, que ce soit de la part de la Chine ou encore des États-Unis ? Donc la réponse, elle est un peu double là, ou nuancée en tous les cas. En partie, si ça permet pour certaines sociétés européennes qui ont vraiment un problème de rattraper, d'avoir ce know-how technologique, donc je parle surtout de certaines marques automobiles, dans le tout électrique, peut-être que ça vaut la peine de quand même pas les forcer à payer des amendes ou à ne plus savoir vendre de véhicules après 2035. Donc, quelque part, oui, c'est une bonne chose. D'autre part, il faut vraiment bien trouver cette balance entre ralentir de trop et impacter toutes ces sociétés qui ont fait des investissements. Mais justement, est-ce que ça pose vraiment un gros problème à l'Europe, cette force électrique de la part de la Chine et des États-Unis qui arrivent beaucoup en Europe ? Alors, ça, c'est une toute autre discussion qui joue au niveau européen. D'ailleurs, il y a d'autres projets législatifs qui devraient tacler, qui devraient prendre en compte cette concurrence accrue de l'étranger. La réponse de notre part, en tous les cas, elle est double. D'un côté, il faut se réaliser que la concurrence américaine, mais surtout donc chinoise dans le tout électrique aujourd'hui, sont en fait qu'une répétition de l'histoire. Nous avons eu l'arrivée des Japonais avec les marques comme Toyota et les Coréens dans les années 1990 et les années 2000. Et à ce moment-là aussi, l'industrie automobile européenne était un peu stressée par cette arrivée. Et au final, ce qu'on constate, c'est que ces marques prennent une part de marché, oui, importante parfois, mais ne deviennent pas les grandes marques et que les Européens restent quand même joliment devant Volkswagen, Stellantis, etc. Donc, d'une partie, l'arrivée des Chinois, c'est juste une réalité économique en tant que telle. Est-ce que les Chinois vont être les seuls entre ceci et 2050 ? Je ne le crois pas. C'est une partie de la réponse. Le deuxième élément de cette concurrence internationale, et ça c'est peut-être plutôt un message vers le secteur automobile européen que j'aimerais donner, c'est que oui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les véhicules américains et les véhicules chinois sont souvent, je ne veux pas dire toutes, et pas généraliser, mais sont souvent technologiquement plus avancés que les véhicules européens. Donc si on veut rester dans le top de l'automobile avec notre secteur européen, qui était le secteur automobile du monde, il ne faut pas oublier, pendant des années, il faut qu'on puisse développer des véhicules de la même qualité technologique. Donc oui, ça reste un défi à surmonter pour l'automobile. Alors, autre défi, c'est celui des batteries, dont on reste encore très très dépendant de la Chine. Est-ce que l'Europe est prête à devenir souveraine en la matière ? Alors, prête, je ne le crois pas encore, malheureusement, parce que c'est en fait la clé de cette transition vers le tout électrique. C'est être maître déjà de la production des batteries et être maître du recyclage des batteries. Et cette production, aujourd'hui, on est dépendant, comme vous le dites correctement, de la Chine en partie, pour la majorité des matériaux, mais qui, eux, vont les miner, les sourcer
à l'étranger. Ça, c'est en fait la clé pour l'Union européenne, c'est d'aller créer ce lien commercial avec ces pays producteurs de matériaux premiers pour les batteries. Les critical materials, comme on dit au niveau européen. Et là, je crois qu'on n'est pas encore du tout où on doit être. Le deuxième élément, et ça c'est toujours intéressant comme réflexion, c'est que la batterie est aussi la clé à devenir indépendant de l'étranger à terme. Donc, il y a l'importation, et puis il y a le recyclage que vous pouvez faire en Europe. Et il est crucial, aussi bien que dans l'importation que dans le recyclage, qu'on devienne indépendant de l'étranger pour nos batteries. Et je vais essayer de l'expliquer en faisant une simple comparaison. Si on importe 1 litre de pétrole pour pouvoir rouler en Europe, et on importe des matériaux de batterie pour rouler en Europe, pour faire 1 kilomètre de route, ce pétrole, vous allez le brûler, vous allez devoir en racheter à l'étranger, souvent de pays discutables, même les US aujourd'hui, on peut dire que c'est discutable. Par contre, ces matériaux de batterie, si vous les achetez à l'étranger, vous les produisez chez vous et vous les recyclez chez vous, vous pouvez continuer à les utiliser dans votre économie. Et donc, il y a vraiment un cycle à créer au sein de l'Union européenne, et on le voit, certaines marques de voitures le font d'ailleurs. Ce recyclage devient une clé importante. On l'a vu d'ailleurs dans la téléphonie, le recyclage des matériaux dans les iPhones qui rapportent quand même pas mal. On pourrait considérer la même chose pour la mobilité électrique. Et je reste dans le domaine des batteries. On entend quand même souvent l'idée que la batterie, c'est pas si vert que ça dans la construction. Dans la construction de cette batterie. Qu'est-ce qu'il en est réellement selon vous, même si je sais que vous allez prêcher pour votre chapelle? Alors, c'est une question qu'on a souvent, et c'est une des remarques qu'on entend le plus souvent quand on parle de désinformation autour du véhicule électrique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le monde scientifique qui le dit. C'est très simple. Très simple. La logique qu'une batterie pollue est vraie. Toute industrie, toute production consomme de l'énergie et émet du CO2 finalement. Même si c'est des panneaux solaires ou du voltaïque ou du vent qui produit votre énergie, vous avez une trace CO2 liée à la production de ce panneau solaire. Ce qui est important à mentionner quand on parle de pollution liée à la batterie, c'est que oui, vous émettez un tout petit peu, et c'est pas beaucoup, un peu plus au moment de la production du véhicule, mais par contre, vous n'émettez plus quand vous roulez, étant donné que vous allez rouler sur des énergies vertes dans le futur. Aujourd'hui, encore en partie des énergies fossiles dans votre électricité aussi, mais ça reste minimal. Et le résultat est donc que quand on regarde le cycle de vie d'un véhicule, un véhicule électrique est toujours plus avantageux en termes d'émissions CO2, même avec la production de la batterie dedans. Donc quand on considère tout le CO2 que vous émettez pendant la production, l'utilisation et le recyclage, on constate qu'on émet vachement moins de CO2. Et la barrière qui est donnée souvent pour l'Union européenne et surtout nos régions, c'est après 30 000 km, vous avez émis autant en diesel. Et donc, chaque kilomètre roulé en diesel ou en essence après les 30 000 km, c'est des émissions supplémentaires qui viennent sur votre balance. Et en ce qui concerne la durée de vie de ces batteries, qui est quand même pas mal critiquée également. Oui, alors, on l'a déjà légèrement mentionné, le recyclage est crucial parce qu'une batterie se recycle. Et c'est ça, en fait, la clé de la transition, c'est de pouvoir aller recycler ces batteries pour les réutiliser. Et donc, au final, créer un cycle de vie vachement plus long. Donc ça, c'est une chose. Et si on veut vraiment zoomer sur le cycle de vie d'une batterie dans une voiture, ce qu'on constate aujourd'hui, et le monde scientifique aussi, c'est que la batterie survit souvent la longueur de vie du véhicule. Donc souvent, le véhicule, les parties du véhicule vont être outdated, en anglais, avant que la batterie soit outdated. Ce qui ne veut pas dire que vous avez encore toujours des petites pertes au début d'une vie d'une batterie. Donc quand vous avez un véhicule à 100% qui fait 400 km, souvent vous perdez 5% de capacité dans les 2, 3, 4 premières années du véhicule, qui est la réalité d'une batterie comme toute batterie utilisée d'ailleurs. Ok, alors pour conclure, j'en reviendrai à ma première question. La mobilité 100% électrique en Belgique, c'est pour quand ? Alors c'est déjà pour aujourd'hui, si je peux le dire pour autant. Aujourd'hui, la mobilité électrique en Belgique surtout, d'ailleurs dans la majorité des pays européens, est la mobilité
la plus efficace énergétiquement. Donc, vous consommez en fait, en énergie primaire, en gigajoules, vous consommez le moins d'énergie vis-à-vis d'autres véhicules. Et, plus important pour les gens qui nous écoutent, c'est le mode de transport le moins cher. Quand on compare à d'autres véhicules. Parce que le prix d'achat est quand même plus élevé. Voilà, alors c'est là où je voulais en venir. Le prix d'achat aujourd'hui, en 2026-2027, il va s'égaliser avec d'autres motorisations. On a vu une évolution au tout début dans les années 2010-2014, que c'était vachement plus cher vis-à-vis des mêmes véhicules thermiques. Aujourd'hui, on arrive à cette parité en prix d'achat. On l'atteint, mais on voit même dans le marché du deuxième main que c'est très 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 concurrentiel entre une électrique et une non électrique du même modèle. En plus de ça, quand vous allez regarder le TCO, donc votre prix que vous payez en termes d'énergie tous les jours, donc votre prix d'achat plus ce que vous allez consommer en énergie, dès que vous chargez à la maison, vous allez diminuer votre facture énergétique. Là où vous allez faire un plein en essence ou en pétrole pour 50 € pour 800 km, vous allez diminuer par 2, voire par 3 votre facture énergétique. Et donc, au long terme, c'est toujours moins cher. Et aujourd'hui, à l'achat, on arrive déjà à cette parité de prix. À mon avis, tout dépend notamment un peu des marques aussi, mais aujourd'hui, cette parité de prix sera atteinte en 2026-2027. Ouais. Donc vous pensez que cette proportion d'achat de véhicules électriques va continuer à progresser? Oui, et on le constate aujourd'hui dans le marché également. On voit petit à petit, donc il a mis plus de temps que le marché des voitures de société, on ne l'a pas mentionné, le marché privé qui décolle. Depuis début 2026, le marché du deuxième main électrique qui décolle également chez l'acheteur privé. Donc on constate que cette parité de prix était cruciale, parce que logique notamment, les gens qui veulent acheter un véhicule, ils comparent deux véhicules, un diesel et un essence, un électrique et un essence ou diesel, le même modèle, si l'un est vachement plus cher, je comprends que parfois on fait le choix du moins cher. Aujourd'hui, cette parité de prix est atteinte, et si vous chargez de nouveau intelligemment, même sur le réseau public, vous allez diminuer votre facture finale par 2 ou 3 en termes énergétiques. Eh bien voilà, ce qui conclut notre podcast Romain Deneyer. Un grand merci pour cet échange passionnant. Mes chers auditeurs, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast. Au revoir et bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.